J'ai élevé mon fils pendant 38 ans. J'ai consacré chaque souffle de mon existence à l'éduquer, à l'aimer et à le protéger. J'ai sacrifié mes rêves, mes relations et mes opportunités pour qu'il puisse avoir tout ce que je n'avais pas. Et en guise de représailles, il m'a expulsé de la maison lorsqu'il a découvert que j'avais perdu mon emploi. Moi, Marguerite Dubois, une femme de 60 ans, j'ai été jetée au monde comme si toutes ces années de dévouement ne signifiaient rien. Ce que mon fils ne savait pas, c'est que je gardais un secret. Un secret qui vaut 5 millions d'euros. Mon histoire ne fait que commencer et la suite va complètement changer votre vision de la famille et de la seconde chance. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai transformé le plus grand abandon de ma vie en une puissante leçon que personne n'oubliera. Si vous pensez aussi qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Je promets que la fin touchera votre cœur. Tout a commencé cet après-midi d'automne à Lyon. Le vent froid faisait bruisser les feuilles dorées alors que je rentrais à pied vers notre appartement du quartier de la Croix-Rousse, portant dans mon sac l'enveloppe blanche qui allait tout changer. 35 ans de travail dans la même usine textile, commençant comme ouvrier et finissant comme directeur administratif, réduit à une lettre de démission et une petite indemnité. Restructuration de l'entreprise, ont-ils déclaré. Mais je connaissais la vérité, ils remplaçaient les employés plus âgés par des jeunes qui acceptaient des salaires inférieurs. Le marché ne pardonne pas l'âge, surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Le cœur lourd, j'ai monté les escaliers jusqu'au 3e étage de notre ancien immeuble. C'était un appartement modeste mais confortable, avec ses hautes fenêtres et son parquet qui craquait doucement sous mes pieds. C'est là que j'ai élevé seul mon fils unique, François, après le décès prématuré de mon mari Jacques, alors que notre garçon n'avait que 5 ans. « Maman, tu es là ?» s'est exclamé François depuis le canapé lorsque je suis entré, sans même détourner les yeux de son téléphone portable. À 38 ans, mon fils ne s'était jamais vraiment installé dans la vie. Il est diplômé en administration, mais n'a jamais réussi à occuper un emploi plus de quelques mois. Il y avait toujours une injustice, un patron incompétent, un collègue envieux. Et moi, dans mon amour inconditionnel, je l'ai toujours accueilli à nouveau, je l'ai toujours soutenu. « Oui, mon chéri, je suis arrivé. » répondis-je en accrochant mon manteau sur le porte-manteau près de la porte. « Comment s'est passée ta journée ? » Terrible. Cet entretien d'embauche était une blague. Il voulait quelqu'un avec de l'expérience dans un logiciel spécifique que personne n'utilise. Il est impossible de trouver un emploi dans cette ville. Il soupira dramatiquement, glissant toujours son doigt sur l'écran de son téléphone portable. Je m'assis à la petite table de la cuisine, observant le visage de mon fils qui ressemblait tellement à celui de son père, avec ses mêmes yeux marrons et ce même menton fort. Comment pourrais-je lui annoncer mon licenciement ? Comment réagirait-il en sachant que l'argent qui rentrait dans notre maison chaque mois, qui payait les factures, la nourriture, ses vêtements de marque et ses petits luxes, n'existerait tout simplement plus ? François, commençai-je avec hésitation, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Il leva finalement les yeux, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça a l'air sérieux. J'ai hésité, sentant une boule dans ma gorge. J'ai été viré aujourd'hui. Le silence qui suivit fut oppressant. François posa lentement son téléphone portable, les yeux écarquillés d'incrédulité. Comment ça, viré ? Après si longtemps ? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils le peuvent, et ils l'ont fait. Je soupirai en sortant l'enveloppe de mon sac. Restructuration de l'entreprise. Il supprime des employés plus âgés. Il se releva brusquement, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste nerveux que je connaissais si bien. Et maintenant ? Comment allons-nous payer les factures ? Le loyer ? Mon abonnement à une salle de sport ? Mes réparations de voiture ? J'ai remarqué qu'à aucun moment il ne m'a demandé comment je me sentais, si j'allais bien après avoir perdu l'emploi que j'avais pendant plus de la moitié de ma vie. J'ai une petite indemnité de départ, répondis-je, et je peux chercher un autre travail, même si ce ne sera pas facile pour une femme de mon âge.
Il est peut-être temps pour toi d'intensifier aussi ta recherche d'emploi, mon chéri. Son visage se tordit dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Moi? Intensifier? Vous savez à quel point le marché est dur. J'ai essayé, mais personne n'apprécie mon potentiel. J'ai pris une profonde inspiration. François, je soutiens seul cette maison depuis la mort de ton père. Il est peut-être temps de... De quoi? L'interrompit-il en élevant la voix. Me reprocher de ne pas avoir de travail? C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je pense juste que nous devons réfléchir à des solutions ensemble. François allait d'un bout à l'autre de la pièce, comme un animal en cage. Je l'ai observé, réalisant pour la première fois à quel point il était devenu dépendant de moi, non seulement financièrement mais émotionnellement. Je l'avais laissé tomber, d'une certaine manière. Dans mon désir de le protéger, de lui épargner les épreuves auxquelles je faisais face, j'ai fini par créer un homme qui ne savait pas comment gérer l'adversité. « Combien de temps durera votre indemnisation ?» demanda-t-il finalement. « Quelques mois, si on fait attention. » Et puis? Je n'ai pas eu de réponse immédiate. La vérité est qu'il y avait une réponse, mais je n'étais pas prêt à la partager. Pas avec le François que j'ai vu devant moi à ce moment-là. Ce que mon fils ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais économisé une fortune. Il ne s'agissait pas seulement des « un peu d'argent », mais d'environ 5 millions d'euros accumulés au fil des décennies. Certains provenaient d'un héritage inattendu d'un oncle éloigné, d'autres d'investissements intelligents que j'avais faits avec l'aide d'un vieil ami banquier, et d'autres encore de ma propre économie obsessionnelle, vivant toujours avec moins que ce que je pouvais me permettre, économisant chaque centime supplémentaire. Pourquoi je ne l'ai jamais dit à François? Au départ, je voulais qu'il grandisse en valorisant le travail, en comprenant la valeur de l'argent durement gagné. Puis, à mesure que je le voyais devenir de plus en plus dépendant et moins motivé, j'ai eu peur que la connaissance de cette fortune ne détruise toute ambition qu'il aurait pu avoir. Et peut-être qu'au fond, je craignais aussi qu'il ne m'aime que pour ce que je pouvais lui donner matériellement. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai entendu François au téléphone avec un ami, sa voix élevée perçant les fines parois de l'appartement. Complètement foutu maintenant, mec. La vieille dame a perdu son travail et n'a aucun projet. Comment vais-je payer mes affaires? Non, elle a toujours été comme ça, elle n'a jamais rien prévu pour l'avenir. Ces mots m'ont frappé comme des pierres. La vieille femme. Était-ce ainsi qu'il me traitait lorsque je n'étais pas là? Et l'injustice de l'accusation selon laquelle je n'avais jamais rien planifié pour l'avenir, alors qu'en fait j'avais méticuleusement planifié, y compris en pensant à lui. Mais il ne le savait pas, me suis-je rappelé. Il ne pouvait pas le savoir. Je fermai les yeux, sentant des larmes chaudes couler sur mon visage. Le poids des années, la solitude déguisée en routine, l'indifférence grandissante de mon fils, tout semblait converger vers ce moment de clarté douloureuse. Jacques, murmurai-je à mon défunt mari, comme je le faisais dans les nuits les plus dures, où ai-je mal tourné avec notre garçon? Dehors, la pluie commençait à tomber, tambourinant doucement contre la fenêtre, comme si le ciel pleurait aussi avec moi. Les semaines suivantes apportèrent un changement palpable dans notre petit appartement. L'air était plus lourd, rempli de paroles inexprimées et de ressentiments grandissants. François passait de moins en moins de temps à la maison, partant toujours tôt et rentrant tard, sentant souvent le vin bon marché et la cigarette. Lorsqu'il était présent, nous échangeaions à peine des mots autres que ceux strictement nécessaires. Il y a de la nourriture dans le frigo. Je sors. J'ai besoin d'argent pour l'essence. Des phrases courtes, pratiques, vides de l'intimité que nous partagions. J'ai continué à chercher diligemment un emploi, même si je savais que les chances diminuaient à chaque entretien lorsqu'il voyait mon âge. Nous avons un grand respect pour votre expérience, Madame Dubois, mais nous recherchons quelqu'un qui pourra évoluer avec l'entreprise sur le long terme. Le même refus poli, répété de différentes manières. Un après-midi pluvieux de novembre, je revenais d'un autre entretien infructueux lorsque je me suis arrêté au café du coin. Le Petit Canard était un établissement accueillant,
avec ses tables en bois sombre et l'arôme réconfortant du café et des croissants fraîchement sortis du four. J'y ai rencontré Sophia, mon amie de longue date, qui avait également travaillé à l'usine textile. « Marguerite !» s'exclama-t-elle en se levant pour me serrer dans ses bras. « Comment vas-tu, ma chérie ?» Je m'assis lourdement devant lui. « Je survis, Sophia. » Un autre entretien, un autre rejet. Sophia m'a serré la main sur la table, ses yeux doux reflétant sa compréhension. « Et comment François gère-t-il tout ça ?» J'ai hésité. Sophia connaissait François depuis qu'elle était bébé, elle avait presque été pour lui une tante. Mais malgré cela, il était difficile d'admettre la vérité. « Pas très bien », ai-je finalement avoué. Il est distant. En colère. Comme si mon licenciement était un affront personnel à son égard. Sophia soupira en secouant la tête. « Tu l'as toujours trop protégé, Marguerite. Tu as toujours encaissé tous les coups de la vie pour l'épargner. Il a perdu son père si tôt. Et c'est triste, oui. Mais beaucoup d'enfants perdent leurs parents, et tous ne deviennent pas des adultes dépendants et égocentriques. » Ces paroles, bien que dures, contenaient une vérité que j'essayais d'ignorer depuis des années. « Que me suggères-tu de faire, alors ?» ai-je demandé, me sentant soudain très fatigué. Sophia but une gorgée de son café avant de répondre. « Il est peut-être temps d'arrêter de le protéger. De le laisser faire face aux conséquences de ses choix et de son inaction. Êtes-vous en train de suggérer que je l'abandonne ? Non, Marguerite. Je te suggère de l'aimer suffisamment pour lui permettre de grandir. » Cette conversation a continué à résonner dans mon esprit sur le chemin du retour. Je suis arrivé à l'appartement trempé par la pluie, mais la tempête à l'extérieur n'était rien comparé à ce qui m'attendait à l'intérieur. François était dans la pièce, entouré de plusieurs valises ouvertes, y jetant des vêtements de manière désordonnée. « Ce qui se passe ?» ai-je demandé en laissant mon parapluie mouillé sur le support près de la porte. « Je déménage », répondit-il sèchement, sans me regarder. « Que veux-tu dire par déménager ? » « Où ?»« À l'appartement de Paul. Il a une chambre libre et me l'a proposée. » Paul était un de ces amis de François que je n'ai jamais vraiment apprécié, un garçon irresponsable qui vivait de petits boulots et de fêtes incessantes. « François, on peut en parler ? Je sais que c'est difficile, mais... » « Difficile, m'interrompit-il, se tournant finalement vers moi. Ses yeux étaient rouges et il y avait une odeur d'alcool dans son haleine, même s'il n'était que 3 heures de l'après-midi. « C'est impossible, maman. Tu as perdu ton emploi, tu n'as aucune perspective, et je ne peux pas rester ici et regarder tout s'effondrer. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. « Alors c'est tout ? À la première vraie difficulté, tu t'en vas ? À quoi t'attendais-tu ? Que je reste ici, à couler avec toi ? J'ai ma vie à vivre. » « Ta vie ? » répétai-je avec incrédulité. « La vie que j'ai entièrement financée jusqu'à présent ? La vie où tu n'as jamais pris de responsabilité ? » François a jeté une pile de t-shirts dans sa valise avec une force inutile. C'est reparti avec ce discours, me donnant toujours l'impression d'être un échec. Je n'ai jamais dit que tu étais un échec, François. Je voulais juste que tu fasses plus d'efforts, que tu trouves ta propre voie. Eh bien, c'est ce que je fais maintenant, n'est-ce pas ? Trouver ma propre voie. Loin d'ici. Loin de toi et de tes attentes. Je sentais mon cœur se briser un peu plus à chaque mot. Et les factures ? Le loyer ? Tu sais que je ne peux pas tout payer moi-même en ce moment. Il haussa les épaules, un geste si désinvolte pour quelque chose d'aussi sérieux. Vends des trucs. Trouve un endroit plus petit. Je ne sais pas, maman. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème ? Répétai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est notre maison, François. L'endroit où tu as grandi, où ton père. Mon père est mort depuis 33 ans, maman, il a crié. Arrête de m'en servir comme excuse pour me culpabiliser. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Jamais, durant toutes ces années, François n'avait parlé ainsi de son père. Le Jacques qu'il a connu était plus une idée qu'un véritable souvenir, un héros construit à travers mes histoires, les photographies soigneusement conservées, les petites traditions que nous gardions dans sa mémoire. Tu as raison, dis-je finalement, ma voix étonnamment calme. Ton père est mort depuis longtemps. Et j'ai essayé, toutes ces années, d'être une mère et un père pour toi. Peut-être ai-je échoué dans ces deux rôles. François parut momentanément déconcerté par ma réponse. Peut-être que je m'attendais à des cris, des larmes, des supplications, le genre de réaction émotionnelle que j'aurais normalement. Mais quelque chose avait changé en moi, comme si un voile s'était levé sur mes yeux. Je vais faire du thé, dis-je en me dirigeant vers la cuisine comme si c'était un jour normal, comme si mon fils unique ne nous abandonnait pas et moi au moment où j'avais le plus besoin de lui. Lui tournant le dos, j'ai commencé à remplir la bouilloire, l'écoutant continuer à emballer ses affaires. Mon regard est tombé sur le petit cadre sur l'étagère de la cuisine, une photo de François à 6 ans, souriant sans ses dents de devant, assis sur mes genoux devant la tour Eiffel. À l'époque, ses yeux brillaient lorsqu'elle me regardait, comme si j'étais capable de faire de la magie. Quand ce regard s'était-il transformé en dédain? Maman, la voix de François m'a sorti de mes pensées. Il se tenait devant la porte de la cuisine, paraissant soudain très jeune et peu sûr de lui. Je ne voulais pas dire ces choses à propos de papa. Je me tournai pour lui faire face. Mais tu l'as dit, François. Et peut-être que tu avais besoin de le dire. Il y a beaucoup de ressentiment stocké en toi, je le vois maintenant. Ce n'est pas du ressentiment, murmura-t-il. C'est juste, parfois j'ai l'impression que je ne serai jamais l'homme qu'il était, l'homme que tu attends de moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ton père, François. Je m'attendais seulement à ce que tu sois toi-même, véritablement toi-même, avec tes propres rêves et responsabilités. Il n'a pas répondu, il a juste continué à me regarder avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. Était-ce de la colère? Tristesse? Honte? Peut-être un mélange de tout cela. Quoi qu'il en soit, dit-il finalement, j'ai pris ma décision. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de recommencer. J'ai lentement hoché la tête. Je comprends. Tu comprends vraiment? Demanda-t-il, semblant presque surpris. Oui, François. Je comprends que tu dois trouver ton propre chemin. Je suis juste désolé que ce chemin doive commencer par ton abandon quand j'ai le plus besoin de toi. Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise avec mes paroles. Je ne t'abandonne pas. Je suis juste en train de m'éloigner pendant un moment. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Nous savions tous les deux ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, après que François ait fini de faire ses valises et soit parti avec ses bagages sans se retourner, je me suis assis seul dans l'appartement silencieux. C'était étrange à quel point le silence semblait si fort maintenant, remplissant chaque recoin, chaque espace vide laissé par mon fils. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Pierre, mon ami banquier qui gérait mes placements depuis des décennies. Marguerite, quelle agréable surprise, résonnait sa voix familière à l'autre bout du fil. Comment vas-tu? Pas très bien, Pierre. François est parti. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est parti? Il a déménagé. Il ne supportait pas l'idée que j'ai perdu mon emploi et je ne peux plus le soutenir. Pierre resta silencieux un moment. Je suis désolé, Marguerite. Je le suis vraiment. Cela doit être terrible pour toi. C'est éclairant, répondis-je pensivement. Douloureux mais éclairant. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris une profonde inspiration, sentant une nouvelle détermination monter en moi. C'est pour ça que je t'appelle, Pierre. Je pense que le moment est venu d'utiliser une partie de ma fortune. J'ai une idée, mais je vais avoir besoin de ton aide. La semaine après le départ de François, j'ai mis mon plan à exécution. Avec l'aide de Pierre, j'ai commencé à déplacer une partie de mon argent, préparant ainsi le terrain pour la suite. Ce n'était pas une vengeance que je recherchais, c'était quelque chose de plus profond, de plus significatif.
Une leçon qui pourrait peut-être, enfin, aider mon fils à grandir. Pendant ce temps, la vie continuait. François ne m'a pas appelé une seule fois cette première semaine. Le dimanche, alors que nous déjeunions habituellement ensemble, une tradition que nous maintenions même dans les moments difficiles, le silence au téléphone était assourdissant. Je savais que je ne devais pas attendre son appel, mais quand même, chaque heure qui passait sans qu'il ait de ses nouvelles était comme une petite blessure qui s'ouvrait dans mon cœur. C'est Sophia qui m'a parlé de lui, ayant rencontré Paul par hasard au marché. Il a l'air de s'amuser, m'a-t-elle dit, essayant d'adoucir ses mots, mais la vérité était claire à ses yeux. Paul a dit qu'il sortait beaucoup, rencontrait des gens. Dépenser le peu d'argent qu'il a dans les bars et les soirées, j'imagine, ajoutai-je sans rancune, évoquant simplement un fait que je connaissais bien. Sophia hocha tristement la tête. Tu ne méritais pas ça, Marguerite. Après tout ce que tu as fait pour lui. Peut-être que je le mérite, d'une certaine manière, répondis-je, la surprenant. Peut-être ai-je été complice de la construction de cet homme qu'est devenu François, cet homme qui ne pense qu'à lui, qui fuit ses responsabilités, qui abandonne ceux qu'il aime à la première difficulté. Ne dis pas ça. C'est la vérité, Sophia. Je l'ai trop protégé. J'ai absorbé tous les coups. Je ne lui ai jamais permis de faire face aux conséquences de ses actions ou de son inaction. Comment pourrait-il valoriser le travail, l'effort, le sacrifice, s'il n'en avait jamais vraiment besoin? Mon ami m'a regardé avec un mélange de surprise et d'admiration. Tu as changé, Marguerite. Il y a une clarté à ton sujet maintenant. Souriez légèrement. La douleur a parfois cet effet. Elle nettoie nos yeux, nous fait voir ce que nous refusions de voir auparavant. C'était vrai. La douleur de l'abandon de François avait déchiré le voile d'illusion que j'avais moi-même tissé au fil des années. Je l'aimais Dieu, comme je l'aimais. Mais cet amour était devenu déformé, malsain. Un amour qui étouffait au lieu de nourrir, qui emprisonnait au lieu de libérer. La deuxième semaine, j'ai reçu un appel de l'agent immobilier qui gérait notre appartement. Le loyer était en retard. Normalement, je serais pris de panique, inquiet de savoir comment payer, de perdre notre maison. Mais maintenant, cette nouvelle n'a fait que renforcer ma détermination. Malheureusement, je ne pourrai pas payer ce mois-ci, l'informai-je calmement. Je quitterai la propriété d'ici la fin du mois. Madame Dubois, en êtes-vous sûre? Après tant d'années. J'en suis sûre, répondis-je avec une fermeté qui me surprit moi-même. Il est temps de changer. J'ai commencé à emballer mes affaires, pas beaucoup, car j'ai toujours vécu simplement. Les photographies de Jacques, quelques livres adorés, des vêtements, quelques objets à valeur sentimentale. Le reste, les meubles, l'électronique, la plupart des choses que François avait laissées derrière lui, je les laissais en don. En faisant mes valises, j'ai trouvé une vieille boîte au fond du placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres de Jacques qu'il avait écrites lors d'une brève séparation avant notre mariage, lorsqu'il devait se rendre à Marseille pour soigner sa mère malade. Je me suis assis par terre, lisant chacun d'entre eux, laissant les larmes couler librement. Ma Marguerite, dit l'une d'elles, tu es le soleil qui éclaire mes journées même lorsque nous sommes séparés. Je ressens ta présence dans chaque bonne chose qui arrive, dans chaque instant de beauté que je vis. C'est comme si une partie de toi était toujours avec moi, comme si nos cœurs étaient reliés par un fil invisible que même la distance ne peut rompre. Comment Jacques pouvait-il si bien exprimer ce que je ressentais pour lui? Comment a-t-il réussi à mettre des mots sur cet amour qui semblait plus grand que la vie elle-même? Et comment François, notre fils, pouvait-il être si différent de son père? Non, ce n'était pas juste de comparer. François a grandi sans père, juste avec les histoires que je racontais, avec l'image idéalisée que je créais. Peut-être que j'ai placé un poids injuste sur vos épaules, le poids d'être à la hauteur d'un fantôme parfait. Au cours de la 3e semaine, j'ai visité le bureau de Pierre pour finaliser les détails de mon plan. Tout est prêt, Marguerite, m'informa-t-il en me tendant un dossier de documents. La propriété a été achetée à votre nom, la rénovation est presque terminée et les comptes bancaires ont été ouverts selon vos instructions.
Qu'en est-il de la documentation pour la fondation? Elle est également prête. La fondation New Beginning est officiellement enregistrée. Les premiers bénéficiaires pourront être accueillis dès que les installations seront prêtes. J'ai souri, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Merci Pierre. Pour tout. De rien. Mais Marguerite. Il hésita, tu es sûr pour François? De ne rien lui dire? Absolument, répondis-je. Il doit apprendre quelques leçons par lui-même. Si j'intervenais maintenant, je ne ferais que perpétuer le cycle. La veille de mon emménagement, j'ai enfin reçu un message de François. Pas un appel téléphonique, un message texte. Comme impersonnel. Maman, je dois récupérer des choses que j'ai oubliées. Je serai là demain après-midi. Aucune question sur comment j'allais. Aucune mention de l'appartement, des factures, de ma situation. Juste vos propres besoins. J'ai simplement répondu, j'attendrai. Le lendemain matin, j'ai fini de ranger mes dernières affaires et j'ai regardé autour de moi l'appartement presque vide. Que de souvenirs sur ces murs. Les premiers pas de François. Vos anniversaires. Les nuits où nous restions éveillés quand il avait de la fièvre. Les petites célébrations de vos résultats à l'école. Les Noëls, les étés, les rires, les larmes. Pendant un instant, j'ai ressenti une vague de doute. Avez-vous fait la bonne chose? Ne vaudrait-il pas mieux parler de ma fortune à François, régler tous les problèmes financiers, continuer comme avant? Non. Cela ne ferait que retarder l'inévitable. François avait besoin de grandir, il avait besoin d'apprendre la valeur du travail, de la responsabilité, du véritable amour, celui qui n'est pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand surgissent les difficultés. À 3 heures de l'après-midi, j'entendis la clé tourner dans la serrure. François entra, l'air un peu hagard, avec des cernes visibles sous les yeux. Il s'arrêta à l'entrée, regardant l'appartement presque vide avec une expression confuse. « Maman? Que se passe-t-il? Où sont les choses? » « Bonjour à toi aussi, François, répondis-je calmement. « Comment as-tu été? » Il a ignoré ma question. « Sérieusement, maman, que s'est-il passé ici? Où sont les meubles? Et la télé? Et mes affaires? Je déménage. Ce que vous avez laissé derrière vous, je l'ai donné à des personnes qui en avaient vraiment besoin. Donner, s'exclama-t-il avec incrédulité. Sans me consulter? Certaines de ces choses m'appartenaient. Ils étaient à toi, oui. Et tu les as abandonnés, tout comme tu m'as abandonné. Ses traits se tordirent de colère. Je ne t'ai pas abandonné. J'avais juste besoin d'espace. Tu ne peux pas donner mes affaires comme ça. De la même manière que tu ne pouvais pas me laisser derrière quand j'avais le plus besoin de toi, mais tu l'as quand même fait, répondis-je, restant calme. Les actes ont des conséquences, François. C'est une leçon que j'ai mis trop de temps à t'enseigner. Il passa ses mains dans ses cheveux, visiblement frustré. Super. Parfait. Maintenant tu décides de paniquer et de te débarrasser de tout. Et où vas-tu? As-tu un plan où tu deviens juste fou? J'ai un projet, oui. J'ai trouvé un petit logement, plus adapté à une femme célibataire de mon âge. Et comment vas-tu payer pour ça? Je pouvais à peine me permettre celui-là. Souriez légèrement. Je m'en sortirai, François. Comme je l'ai toujours fait. Il secoua la tête, ayant toujours l'air de ne pas pouvoir croire la situation. Tu gâches tout, tu sais? J'allais suggérer qu'on vende des choses pour aider à payer les factures, mais maintenant. Maintenant, tu n'auras plus ce souci, ai-je ajouté. Tu es libre, François. Libre de vivre ta vie sans le fardeau d'une mère au chômage. Pour la première fois, je vis un éclair de honte dans ses yeux. Rapide, éphémère, mais c'était là. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Non. Comment le vois-tu alors? Il ne répondit pas, se contentant de détourner le regard. Après un moment, il murmura,
Alors c'est tout? Tu vas juste partir? Oui, François. C'est tout. Parfois, il faut perdre quelque chose pour en comprendre la vraie valeur. Il m'a regardé, un mélange d'émotions traversant son visage, colère, confusion, peut-être même un peu de peur. Est-ce que vous me punissez pour être parti d'ici? Non, mon chéri. Je te permets enfin de grandir. Et peut-être, ce faisant, de grandir un peu moi aussi. Il y eut un long silence entre nous. François semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais il ne trouvait pas les mots. Ou peut-être qu'il n'a pas eu le courage de les dire. Où vas-tu vivre? Demanda-t-il finalement. Dis-moi au moins ça. Quand il sera installé, je vous le ferai savoir, répondis-je. C'était mieux ainsi, pour l'instant. Une partie du plan impliquait cette mise à distance initiale, cette rupture complète avant la reconstruction. Il hocha la tête avec raideur, visiblement insatisfait de ma réponse. Très bien. Faites ce que vous voulez. Après le départ de François, je suis resté quelques instants au milieu de la pièce vide. Quelque chose touchait là à sa fin, un cycle qui avait duré près de 4 décennies. Mais en même temps, quelque chose de nouveau commençait. J'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je prenais le contrôle de ma propre vie. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour où François et moi nous sommes séparés. 6 mois de silence presque total entre nous, juste 2 brefs messages de sa part me demandant si j'allais bien, auxquels j'ai répondu avec la même brièveté. Cette séparation, ce vide, était nécessaire pour que la suite ait le bon impact. Ma nouvelle vie ne pourrait pas être plus différente de mon ancienne. Avec une partie de ma fortune, j'ai acheté un ancien domaine viticole aux portes de Lyon. C'était une magnifique propriété, avec un manoir du XVIIIe siècle, des hectares de vignes et plusieurs bâtiments attenants. La rénovation a été approfondie, transformant l'espace non seulement en ma nouvelle résidence, mais aussi en siège de la New Beginning Foundation. La fondation avait un objectif clair, offrir un logement temporaire et une formation professionnelle aux personnes de plus de 50 ans qui avaient perdu leur emploi et rencontraient des difficultés à réintégrer le marché du travail. Les gens m'aiment ou comme j'aurais pu l'être si je n'avais pas eu ma fortune secrète. Les anciens quartiers ouvriers de la cave ont été transformés en appartements individuels confortables. L'ancien entrepôt de production a été transformé en salle de classe et en atelier où nous proposions des cours d'informatique, de langue, de cuisine, de jardinage, d'énotourisme et d'autres domaines où les personnes âgées avaient encore des opportunités. De plus, la cave était toujours en activité, à plus petite échelle, donnant aux résidents la possibilité de s'initier à la viticulture et à la production de vin, une industrie qui, en France, a toujours valorisé l'expérience et la tradition. Je me sentais à nouveau vivant. Utile. Guider mes journées non seulement autour de mon fils, mais autour d'un objectif plus grand. Les soirées n'étaient plus solitaires, remplies de dîners communs avec les résidents, d'activités de planification et de verres de vin occasionnels sur le porche en pierre, en admirant le coucher de soleil sur les vignes. Quant à François, j'ai reçu des nouvelles indirectement par Sophia. Les choses n'allaient pas bien pour lui. La relation avec Paul se détériore rapidement lorsque l'argent de François, le peu qu'il avait économisé, s'épuise. Il sautait d'un intérim à l'autre, toujours avec les mêmes plaintes, patrons injustes, collègues envieux, travail sans intérêt. Plusieurs fois, j'ai été tenté d'intervenir, de l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai résisté, me rappelant que c'était la leçon qu'il devait apprendre. D'après ce que Sophia a rapporté, il m'a fréquemment posé des questions, s'est montré inquiet, peut-être même coupable. Cela m'a donné de l'espoir. Un après-midi de printemps, alors que je supervisais la plantation d'un nouveau jardin communautaire sur le terrain de la fondation, j'ai reçu un appel de Sophia. « Marguerite, je pense que le moment est venu, » dit-elle sans préambule. « Ce qui s'est passé ? François a été expulsé. Il partageait un petit appartement avec 2 garçons, mais il n'a pas pu payer sa part du loyer pendant 3 mois d'affilée. Il dort sur le canapé de mon salon depuis hier. » Je fermai les yeux, sentant mon cœur se serrer. Mon garçon. Même après tout, sa douleur était ma douleur.
Comment va-t-il? En bas? Différent. Je pense qu'il fait enfin face à la réalité. Sophie fit une pause. Il m'a demandé votre adresse. Et tu l'as fait? Non. J'ai dit que je te parlerai d'abord. Tu sais qu'il est trop fier pour demander à revenir, mais je pense que c'est ce qu'il veut. Ce dont il a besoin. J'ai pris une profonde inspiration en regardant autour de moi les nouveaux résidents de la fondation qui travaillaient dans le jardin. Des gens qui reconstruisaient leur vie, trouvaient de nouveaux buts, de nouveaux espoirs. Il était peut-être temps pour François d'avoir la même opportunité. Donnez-lui l'adresse, répondis-je finalement. Mais ne lui parle pas de la fondation, de ce que j'ai fait ici. Laisse-le découvrir par lui-même. Il en est sûr? Oui. Il est temps pour nous de recommencer, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine en train de préparer du café lorsque j'ai entendu le bruit d'une voiture qui approchait dans l'allée de gravier. Mon cœur s'est accéléré. Par la fenêtre, j'ai vu un taxi s'arrêter devant la maison. François en descendit, avec juste un sac à dos sur l'épaule, l'air confus en contemplant la majestueuse propriété. Je l'ai regardé marcher avec hésitation vers l'entrée principale. Après quelques instants d'apparente indécision, il sonna finalement à la porte. J'ai ouvert la porte et il était là mon fils, mince, mal rasé, portant des vêtements qui semblaient n'avoir pas été lavés depuis des jours. Mais ses yeux, il y avait quelque chose de différent en eux. Une humilité qui n'avait jamais été là auparavant. « Maman, dit-il, la voix tremblante. Je ne te connaissais pas. »« Entrez, François, répondis-je doucement. Nous avons beaucoup de choses à dire. » Je l'ai conduit dans le salon, avec ses grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur les vignes. Il regarda autour de lui, visiblement choqué par ce qu'il voyait. « Est-ce que, le tien ?» demanda-t-il finalement. « Comme ?» Je me suis assis, lui indiquant qu'il faisait de même. « J'ai une histoire à te raconter, François. Une histoire que j'aurais dû te raconter depuis longtemps. » Et ainsi, j'ai commencé à révéler la vérité sur ma fortune secrète, sur la façon dont je l'avais accumulée et pourquoi je l'avais cachée pendant tant d'années. J'ai vu toute une gamme d'émotions traverser son visage pendant que je parlais de l'incrédulité, de la confusion, peut-être un peu de colère et enfin de la compréhension. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» il a demandé quand j'ai fini. « Pourquoi avons-nous vécu dans ce petit appartement toutes ces années alors que tu pouvais ? Parce que je voulais que tu valorises le travail, François. Je voulais que tu comprennes la valeur de l'effort, de la persévérance. Si tu avais connu ta fortune, aurais-tu fait l'effort de construire quelque chose pour toi ? » Il baissa les yeux, une réponse silencieuse que nous comprîmes tous les deux. « Et puis, continuai-je, quand j'ai vu à quel point tu devenais de plus en plus dépendant, j'ai eu peur que la connaissance de cet argent ne détruise toute motivation que tu aurais pu avoir. Et peut-être ai-je aussi eu peur que tu ne m'aimes que pour ce que je pourrais te donner matériellement. » François leva les yeux brillants de larmes retenues. « Ça n'a jamais été une question d'argent, maman. C'était... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était plus facile de te laisser s'occuper de tout. Plus à l'aise. Je me suis habitué à être... Attention, ai-je ajouté. Protégé. » Il hocha lentement la tête. Ces derniers mois, depuis que j'ai quitté la maison, c'était la première fois que j'étais vraiment seul face au monde. Et j'ai découvert que je n'étais pas préparé. Que je n'ai jamais appris à subvenir à mes besoins, à résoudre les problèmes, à persister quand les choses deviennent difficiles. Et comment s'est passée cette découverte pour vous ? Un sourire triste apparut sur son visage. Terrible. Et nécessaire. Je tendis la main, touchant légèrement la sienne. François, que s'est-il passé entre nous, quand tu es parti après que j'ai perdu mon travail, ça m'a profondément blessé. Je sais, murmura-t-il. Et je n'ai aucune excuse. C'était comme si tout à coup mon monde s'effondrait. Tu étais toujours si fort, si inébranlable, te voir vulnérable m'a terrifié. Et au lieu de te soutenir, comme tu l'as toujours fait pour moi, je me suis enfui.
Je comprends la peur, répondis-je. Mais comprends-tu maintenant pourquoi ça m'a fait tant de mal? Ce n'était pas une question d'argent, François. C'était une question de réciprocité en amour. D'être là dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments faciles. Il hocha la tête, les larmes coulant enfin sur son visage. Puis-je revenir, maman? Pas pour profiter de ta fortune. Mais pour réessayer. Pour être le fils que tu mérites. J'ai souri, sentant mes propres larmes couler. Ce n'est plus seulement ma maison maintenant, François. Viens, laisse-moi te montrer ce que j'ai créé ici. Je l'ai emmené voir la fondation New Beginning. Je l'ai présenté aux résidents des hommes et des femmes qui, comme moi, avaient perdu leur emploi en vieillissant mais qui ont désormais trouvé un nouveau but, de nouvelles compétences, un nouvel espoir. C'est incroyable, murmura-t-il alors que nous traversions les jardins. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de si beau, de si significatif. La douleur peut nous détruire ou nous transformer, répondis-je. Le choix nous appartient. Nous nous arrêtons sous un olivier centenaire, dont le tronc tordu témoigne de décennies, voire de siècles, de résistance. Il y a une place ici pour toi si tu veux, proposai-je. Pas en tant que mon fils, ni en tant qu'héritier, mais en tant que l'un de nos employés. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer notre site internet, nos réseaux sociaux. Vous bénéficierez du même traitement que n'importe quel autre employé, un salaire modeste, des attentes claires, des conséquences en cas d'erreur, une reconnaissance pour vos efforts. François m'a regardé, puis la maison, les habitants travaillant dans les vignes. Ce serait un début, dit-il finalement. Un vrai début. Oui, j'ai accepté. Un début, pas un sauvetage. Ce soir-là, après avoir montré à François le petit appartement à l'arrière de la propriété où il logerait simple, fonctionnel, loin du luxe de la maison principale, je m'assis sur mon balcon, contemplant les étoiles qui parsemaient le ciel printanier français. Jacques, murmurai-je comme je le faisais habituellement, je crois avoir enfin compris. Élever un enfant, ce n'est pas le protéger de toute douleur, mais le préparer à y faire face. Il ne s'agit pas de porter ses fardeaux, mais de le fortifier pour qu'il puisse porter les siens. Le vent doux remuait les vignes, comme si Jacques acquiesçait. J'ai fermé les yeux, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le lendemain, François commençait son travail à la fondation. Je l'ai vu interagir avec les résidents, écouter leurs histoires, les photographier pour le site web, découvrir leurs luttes et leurs réalisations. Pour la première fois, il regardait au-delà de lui-même, voyait le monde à travers les yeux des autres. Les semaines se sont transformées en mois. François a changé non pas du jour au lendemain, non sans rechute occasionnelle dans ses vieilles habitudes mais de manière constante et cohérente. Il a commencé à assumer davantage de responsabilités au sein de la fondation, à proposer des idées et à faire des heures supplémentaires lorsque cela était nécessaire. Un après-midi, je l'ai trouvé assis dans l'ancienne cave, compilant des histoires de locaux pour une publication qui servirait à collecter davantage de fonds. « Comment se passe le travail ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui. « Eh bien, » répondit-il en me montrant les photographies et les textes qu'il avait organisés. « Tes histoires sont incroyables, maman. Comment as-tu réussi à rassembler des personnes aussi extraordinaires ? » Ils ont toujours été extraordinaires, François. Il leur fallait juste que quelqu'un voie ça, qu'on y croie à nouveau. Il m'a regardé longuement, une profonde compréhension traversant son visage. Comme tu l'as fait avec moi. Je souris en touchant doucement son visage. Tu as toujours été extraordinaire, mon chéri. Tu as juste perdu ton chemin pendant un moment. Comme nous l'avons tous fait à un moment donné. Tu sais ce qui m'impressionne le plus, il a demandé. Voir comment ces gens, après avoir tout perdu leur emploi, leur sécurité, parfois même leur famille, trouvent la force de recommencer. De construire quelque chose de nouveau. C'est inspirant. C'est ce que l'être humain fait de mieux, François. Recommencer. Renaître de ses cendres. Retrouver l'espoir quand tout semble perdu. Il hocha la tête, reportant son attention sur l'ordinateur.
je pense élargir le programme d'Énotourisme. Nous avons tellement de connaisseurs en vin parmi les résidents que nous pourrions proposer des visites exclusives, des dégustations spéciales. Ce serait une source de revenus supplémentaires pour la fondation et une opportunité d'emploi pour eux. Une excellente idée, approuvai-je, regardant ses yeux pétiller d'un véritable enthousiasme. C'était un nouveau François, non plus le jeune homme qui attendait que tout lui soit donné, mais un homme cherchant à créer, à contribuer, à faire la différence. 1 an après l'arrivée de François à la fondation, nous avons célébré l'événement avec un grand dîner dans les jardins. Résidents, employés, supporters tous rassemblés sous le ciel étoilé, parmi des lanternes suspendues aux oliviers et de longues tables décorées de fleurs sauvages. Pendant le dîner, François s'est levé, sollicitant l'attention de tous d'un tintement de son verre. « Je veux proposer un toast », annonça-t-il d'une voix claire et confiante. « À ma mère, Marguerite Dubois, la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. » Je me sentis rougir alors que tous les yeux se tournèrent vers moi. « Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas toute notre histoire », a poursuivi François. « Comme je l'ai abandonnée lorsqu'elle a perdu son emploi, combien j'ai été égoïste et ingrat après des décennies d'amour et de sacrifice. » Un murmure de surprise fit le tour de la table, mais François continua. « J'aurais pu continuer sur cette voie, en devenant de plus en plus amer, plus égocentrique. Mais ma mère, dans sa sagesse, m'a permis de faire face aux conséquences de mes choix. Et puis, alors que j'étais au plus bas, elle m'a offert non pas un sauvetage facile, mais une opportunité de me racheter, de grandir, de devenir un homme dont elle pourrait être fière. » François se tourna vers moi, les yeux brillants d'émotion. « Maman, tu aurais pu simplement me donner une partie de ta fortune. Cela aurait été plus facile. Mais à la place, tu m'as donné quelque chose d'infiniment plus précieux, la chance de découvrir ma propre force, ma propre valeur. D'apprendre à donner au lieu de simplement recevoir. D'honorer l'héritage d'amour et de travail que tu as toujours représenté. » Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. François leva son verre plus haut. « À ma mère, qui m'a appris la leçon la plus importante de toutes, que le véritable amour ne consiste pas seulement à protéger quelqu'un de la douleur, mais à l'aider à trouver sa propre force à travers elle. » À Marguerite, tout le monde a porté un toast à l'unisson. Plus tard, une fois la plupart des invités partis, François et moi avons marché ensemble à travers les vignes au clair de lune. « Je suis fier de toi, » lui dis-je. « De l'homme que tu es devenu. » Il sourit, un sourire qui me rappela tellement Jacques que je sentis un instant mon cœur s'emballer. « Ça a été un voyage difficile », a-t-il admis. « Parfois, j'ai encore du mal avec de vieilles habitudes, de vieilles attentes. »« Nous nous battons tous », répondis-je. « L'important est de continuer à se battre, de continuer à grandir. » François s'arrêta, regardant au loin la maison illuminée. « Tu te souviens quand j'étais petit et tu me racontais des histoires sur des trésors cachés ?» J'ai souri au souvenir. « Je me souviens. Tu as toujours voulu être un chasseur de trésors quand tu as grandi. C'est drôle comme la vie fonctionne, songea-t-il. Tu avais vraiment un trésor caché. Mais le vrai trésor n'était pas l'argent, c'était la leçon qu'il m'a permis d'apprendre. » J'ai hoché la tête, ressentant une profonde gratitude pour ce moment, pour cette reconnexion. Pour ce fils devenu enfin un homme. « Merci », murmura-t-il en me serrant dans ses bras sous le ciel étoilé. « Pour ne jamais m'avoir abandonné, même quand je t'ai abandonné. Je te rends ton câlin, sentant le poids des années, la douleur, les séparations, se dissolvant enfin entre nous. »« Un enfant est éternel », répondis-je simplement. « Même quand les choses sont difficiles. Peut-être surtout quand les choses sont difficiles. » Là, sous les étoiles de Provence, au milieu des vignes qui symbolisaient notre renaissance, je sentais que Jacques serait fier de moi, de notre fils, du chemin difficile mais nécessaire que nous avions fait tous les deux pour arriver à ce moment de véritable connexion. Après tout, l'amour n'est pas seulement un sentiment doux et confortable. C'est aussi le courage de faire des choix difficiles, d'accepter la douleur nécessaire, de faire confiance au processus de croissance, le vôtre et celui de ceux que nous aimons. François et moi avons continué à marcher en silence, mère et fils,
enfin dignes l'un de l'autre, enfin complets dans notre amour imparfait mais véritable. Un amour qui a été testé, brisé et reconstruit plus fort, plus sage, plus profond que jamais. Alors, qu'avez-vous pensé de mon voyage? Cette histoire vous a touché le cœur? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec vos enfants? Partagez votre expérience dans les commentaires, votre sagesse pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent que, même après 50, 60 ou 70 ans, nous pouvons encore réécrire nos plus beaux chapitres. Après tout, la vie ne se termine pas par des défis, parfois, c'est exactement là qu'elle commence vraiment.